Bonsoir. Le premier jour de son entrée en fonction, le président Biden a signé 17 décrets. Plusieurs d'entre eux ont annulé les décisions de son prédécesseur. Je pense que certaines des choses que nous allons faire sont audacieuses et vitales, et il n'y a pas de meilleur moment pour commencer qu'aujourd'hui. Dans son premier décret, Biden a rendu obligatoire la distanciation sociale et le port du masque dans les lieux publics fédéraux. Il encourage également tous les Américains à porter des masques pendant les 100 premiers jours de son administration. D'autres décrets penchent pour la mise en œuvre de la théorie critique quasi marxiste au sein du gouvernement fédéral. Par exemple, Biden demandera à toutes les agences fédérales d'entreprendre un état des lieux de l'équité au sein de leur agence et de présenter un plan d'action pour faire changer la situation. Il vise à équilibrer le nombre de personnes issues de différents groupes identitaires travaillant dans les programmes et les institutions fédérales. Cette approche nécessite de favoriser les groupes les moins représentés, généralement les groupes minoritaires. Plusieurs autres actions annulent les mesures prises par l'ancien président, comme la levée de l'interdiction de voyager imposée par Trump dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et qui visait une partie des pays à majorité musulmane et africaine. Biden l'a qualifié de discriminatoire. Il a également annoncé qu'il tient sa promesse sur l'accord de Paris. Nous avons pris l'engagement de réintégrer l'accord de Paris sur le climat dès aujourd'hui. Il a révoqué un important permis pour le projet d'oléoduc Keystone XL vers le Canada. Il a également mis fin aux travaux pétroliers et gaziers dans la réserve nationale de l'Arctique. Plusieurs de ces décisions ont fait l'objet de critiques. Un groupe de sénateurs républicains a immédiatement demandé à Biden de permettre au Sénat d'examiner et de reconsidérer son projet de réintégrer l'accord de Paris sur le climat. Le gouverneur républicain de l'Alaska a critiqué la mesure visant à empêcher la production de pétrole et de gaz. Biden a également interrompu le financement du mur frontalier du Mexique et a annulé la commission 1776 de Trump. Pendant que l'administration Biden prend ses quartiers à la Maison-Blanche, le Sénat procède à la confirmation des membres du cabinet Biden. Une directrice du renseignement national a été confirmée et rejoindra bientôt l'administration. Mercredi, le Sénat a confirmé la candidate choisie par Biden pour le poste de directrice du renseignement national. Avril Haines avait d'abord été auditionnée par la commission sénatoriale du renseignement. Jurez-vous solennellement de donner à cette commission la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, avec l'aide de Dieu? Je le jure. Merci, veuillez vous asseoir. Haines est la première membre du cabinet Biden approuvé par le Sénat. Tous les sénateurs démocrates ont voté pour la confirmer, tandis que 10 républicains ont exprimé leur désaccord. Pour être digne de confiance, la directrice du renseignement doit respecter nos valeurs démocratiques et veiller à ce que le travail de la communauté du renseignement, effectué le plus souvent en secret, soit éthique, sage, légal et efficace. Haines a déjà servi sous l'administration Obama. Sur la question de la lutte contre la Chine communiste, elle estime que les États-Unis devraient adopter une position plus agressive. Je pense que notre approche de la Chine doit évoluer et répondre, dans une large mesure, à la réalité de la Chine particulièrement combative et agressive que nous connaissons aujourd'hui. La Chine est un défi pour notre sécurité, notre prospérité, nos valeurs dans toute une série de domaines, et je suis favorable à une position agressive, en quelque sorte, pour relever le défi auquel nous sommes confrontés. Sur la question de l'Iran, Haines affirme que l'administration Biden est prête à revenir sur l'accord nucléaire iranien si l'Iran s'y conforme également, et ce malgré le fait que le pays stocke du combustible nucléaire au-delà d'un seuil critique et bloque les inspections sur les sites suspects. 4 autres commissions sénatoriales ont également tenu des auditions pour la nomination d'autres candidats au cabinet Biden. Le Sénat devrait voter sur leur nomination dans les prochains jours. Le candidat choisi par le président Biden pour le poste de secrétaire d'État propose une nouvelle approche pour contrer l'influence du PCC. Un expert nous dit tout sur cette nouvelle approche et nous livre son point de vue. Lors de l'audition de confirmation de mardi, le candidat du président Biden pour le poste de secrétaire d'État a déclaré qu'il était d'accord avec l'approche de Trump à l'égard de la Chine sur certains aspects. Je pense que le président Trump a eu raison d'adopter une approche plus dure à l'égard de la Chine. Je ne suis pas du tout d'accord avec la façon dont il a procédé dans un certain nombre de domaines, mais le principe de base était juste. Et je pense que cela est en fait une bonne chose pour notre politique étrangère. Selon Blinken, il ne fait aucun doute que la Chine représente le défi le plus important pour tous les États. Il y a, à mon avis, des aspects contradictoires croissants dans les relations. Certainement des aspects compétitifs. Et encore quelques aspects coopératifs lorsque c'est dans notre intérêt mutuel. Selon lui, les États-Unis doivent former ce qu'il appelle une position de force avec des alliés pour traiter avec le régime communiste.
Une position de force en ne dénigrant pas nos alliés lorsque nous collaborons, c'est une source de force pour nous dans nos relations avec la Chine. Selon un commentateur chinois basé aux États-Unis, la plus grande différence entre les approches des deux administrations vis-à-vis de la Chine réside dans leurs principes. L'administration Trump aborde le régime chinois d'un point de vue idéologique. C'est pourquoi nous avons entendu Pompeo dire aux pays européens que ce n'est pas un choix entre les États-Unis et la Chine, mais un choix entre la liberté et la tyrannie. Selon Tang, l'approche de Blinken concernant la Chine vise à former une alliance basée sur les intérêts pour contrer Pékin. Et une alliance basée sur les intérêts poserait un problème. Même si elle semble puissante par le nombre, elle est aussi fragile et facile à briser. Et nous voyons déjà des signes alarmants. De nombreux alliés des États-Unis ont signé des accords économiques avec la Chine au cours des derniers mois. Il s'agit de pays d'Europe et de la région Asie-Pacifique. Si vous voulez piéger le Parti communiste chinois avec une alliance basée sur les intérêts, le PCC aussi peut diviser et corrompre vos alliés avec des intérêts économiques. Ces accords commerciaux montrent que ces pays ne suggéreront pas de coopération avec le régime communiste dans certains domaines économiques importants. Tang ajoute que tant que le régime chinois peut mettre la main sur le capital et la technologie de l'Occident, il peut l'utiliser pour accroître son pouvoir à un point qui échappe à tout contrôle. Et il pourra alors dépasser les États-Unis en tant que pays le plus puissant du monde. Une fois qu'il aura atteint ce niveau, aucun pays de ce monde ne sera en mesure de maîtriser le PCC, il pourrait vraiment dominer le monde. Selon lui, le conflit du régime chinois avec la communauté internationale est enraciné dans son idéologie communiste et l'un des moyens les plus efficaces de contrer son influence serait de paralyser la puissance économique du régime. Les vidéos de la chaîne Biden de la Maison-Blanche ne se portent pas très bien pour le moment. Presque toutes les vidéos publiées jusqu'à présent ont reçu plus de 10 000 réactions négatives et une petite fraction de soutien. Depuis l'investiture jusqu'à la première conférence de presse, les vidéos de la chaîne du président Biden à la Maison-Blanche accumulent les mentions « Je n'aime pas ». Une petite fraction seulement des visiteurs cliquent sur le bouton « J'aime ». La vidéo de son investiture, par exemple, a suscité 24 000 aversions. Devant Dieu et devant vous tous, je vous donne ma parole, je serai toujours à votre service. Je défendrai la Constitution. 6 000 mentions j'aime pour cette vidéo. Et pour sa première conférence, son attaché de presse non plus n'a pas pris un bon départ sur YouTube. Nous avons eu une journée très chargée, très active, comme vous le savez. Pour cette vidéo, 17 000 mentions « Je n'aime pas » contre 4 600 mentions « J'aime ». Pour l'instant, on n'explique pas avec certitude les aversions des internautes envers les vidéos de Biden sur YouTube. La section des commentaires est en effet désactivée et les utilisateurs ne peuvent donc pas partager leur avis. En revanche, en regardant les archives de la chaîne de Donald Trump, le contraste est saisissant. Les préférences de ces 4 dernières vidéos dépassent de loin le nombre des aversions. Son discours d'adieu a reçu 246 000 likes contre 20 000 dislikes. Je veux que vous sachiez que le mouvement que nous avons lancé ne fait que commencer. Zach Voorhees, lanceur d'alerte sur Google, affirme que YouTube a supprimé des mentions « Je n'aime pas » sous les vidéos de Biden à la Maison-Blanche. En écrivant ce reportage, nous avons regardé la vidéo de l'investiture de Biden et nous avons constaté que 2000 mentions « Je n'aime pas » avaient disparu. Dans une déclaration, YouTube a dit qu'ils ont mis en place des systèmes qui suppriment les mentions assimilées à des spams. Des protestations ont éclaté sur la côte ouest après la cérémonie d'investiture du président Biden mercredi. Bien que les avertissements du FBI concernaient auparavant des violences d'extrême droite, les dégâts et les troubles sont venus uniquement de l'extrême gauche. Des membres d'Antifa ont défilé dans les rues pour protester contre l'investiture du président Biden. À Portland, dans l'Oregon, le groupe a brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Nous ne sommes pas gouvernables ». Ils ont endommagé les locaux du Parti démocrate de l'Oregon et des symboles de profanation et d'anarchie ont été tagués sur le bâtiment. Certains ont brisé des vitres et ont vandalisé le bâtiment. Les policiers ont procédé à des arrestations ciblées. 8 adultes ont été arrêtés. Les infractions sont criminelles, comme la possession de matériel destructif et des actes d'émeute. La police de Portland a dressé la liste des armes saisies chez les émeutiers d'Antifa, dont des cocktails Molotov, des feux d'artifice, des couteaux et des pistolets à gaz poivré. Antifa a également marché sur le bâtiment de l'immigration et des douanes, plus connu sous le nom d'ICE. La police y a affronté un groupe d'environ 150 émeutiers d'Antifa. La police a confirmé à NTD que 15 personnes ont été arrêtées à Portland sous des chefs d'accusation, incluant des émeutes et des incendies criminels. À Seattle, ils ont défilé sur l'emblématique Pike Place Market, ils ont brisé des
des vitres de magasins et du palais de justice fédéral. Les murs ont été vandalisés de la même manière avec des symboles d'anarchie. La police a affirmé que 2 arrestations ont été opérées en raison de cette dégradation. La station d'information locale Como a indiqué qu'une 3e arrestation a été menée pour des vitres de commerce brisées. En Californie, ils étaient une 60aine de membres d'Antifa à défiler, selon le Sacramento Bee, mais aucun dommage n'a été signalé. La police n'a cité qu'une clôture renversée. Sur les 15 décrets que le président Biden a signés dès son premier jour de mandat, il y en a un qui concerne l'accord de Paris sur le climat. Un expert du changement climatique nous explique pourquoi cet accord fait l'objet de critiques. Pendant sa campagne, Joe Biden a déclaré que s'il était élu président, il rejoindrait l'accord de Paris sur le climat dès le premier jour. La première chose que je ferai le premier jour en tant que président sera de rejoindre l'accord de Paris sur le climat. Biden a tenu parole. Après avoir prêté serment, il a signé un décret pour y adhérer, mais un expert en climatologie déclare que ce n'est pas la bonne solution à un problème dont l'existence est indéniable. Le réchauffement climatique est un vrai problème, et il a raison sur ce point. Mais rejoindre l'accord de Paris n'est pas une bonne solution. C'est en fait une solution incroyablement coûteuse pour résoudre une petite partie du problème. Et donc, si on est vraiment inquiet à propos du réchauffement climatique, il devrait chercher de meilleurs moyens, plus efficaces et moins coûteux pour protéger la planète. Bjorn Lomborg est président du Consensus de Copenhague, collaborateur émérite de la Hoover Institution et auteur. Son dernier livre s'intitule Fausse alerte, comment la panique du changement climatique nous coûte des milliards, fait du tort aux pauvres et ne parvient pas à réparer la planète. Ce titre reflète son point de vue concernant l'accord de Paris sur le climat. Il affirme que selon les propres estimations de l'ONU, l'accord de Paris ne permettra pas d'atteindre les objectifs fixés. Selon ses propres estimations, elle n'aura que très peu d'effet, environ 1% de ce que les politiciens ont promis. D'ici la fin du siècle, si vous la soumettez au modèle climatique de l'ONU, elle ne réduira les températures que d'environ 0,05 degrés centigrades. C'est presque incommensurable. Pourtant, le coût sera phénoménal. D'ici 2030, nous paierons entre 1 et 2 billions de dollars par an. Selon lui, payer autant pour obtenir si peu n'est pas une très bonne idée. Si vous voulez remédier au changement climatique, il y a un autre moyen. Nous le savons depuis longtemps, et Biden le reconnaît aussi, à savoir l'innovation. Selon lui, les énormes sommes d'argent engagées seraient mieux dépensées en investissant dans les nouvelles technologies et les formes d'énergie verte. Il affirme que si les nouvelles innovations permettent de faire baisser le coût de l'énergie verte, alors non seulement les États-Unis, mais aussi les pays en développement seraient en mesure de changer leurs habitudes. Selon les chiffres de Real Clear Energy, les États-Unis ont connu leurs plus faibles émissions de carbone depuis 1985 sous l'administration Trump, en raison de l'utilisation accrue du gaz naturel. La confiance des Américains dans leurs sources d'information est tombée à un niveau très bas. Plus de la moitié des Américains disent ne pas faire confiance aux médias. Voyez les détails du sondage. Une enquête d'Axios et Edelman montre que plus de la moitié des Américains se méfient des médias traditionnels. La confiance dans les médias sociaux n'est que de 27% après une nouvelle baisse. Les nouvelles données du sondage Edelman sur la confiance nous donnent un aperçu des raisons possibles qui ont amené les Américains à se méfier autant des médias traditionnels. 56% des Américains sont d'accord avec la déclaration suivante. Les journalistes et les reporters essaient délibérément d'induire les gens en erreur en disant des choses qu'ils savent être fausses ou grossièrement exagérées. 58% des Américains pensent que la plupart des organismes de presse sont plus soucieux de soutenir une idéologie ou une position politique que d'informer le public. Depuis l'élection de 2020, seulement 18% des républicains font confiance aux médias, tandis que 57% des démocrates leur font encore confiance. Ce résultat fait suite à une autre enquête menée par Gallup et la Fondation Knight qui a révélé que 86% des Américains voient clairement un parti pris politique à travers la couverture médiatique. 46% considèrent que c'est un grand problème et 47% que ça reste une situation acceptable. Mais les personnes interrogées estiment que les médias pourraient apaiser les divisions de façon plus ou moins efficace. Le poste de secrétaire à la Défense confirme que la Chine communiste représente une menace pour les États-Unis. Lors de l'audition de confirmation du Sénat, le sénateur Josh Hawley a demandé au général à la retraite Lloyd Austin s'il reconnaîtrait la Chine comme la principale menace. Pouvez-vous donc nous promettre que lorsque vous superviserez la prochaine défense nationale, la Chine sera identifiée sans équivoque comme la principale menace concurrente des États-Unis? Il est clair que nos politiques seront dressées contre la menace. Et la Chine représente la menace la plus importante dans le futur parce qu'elle est en train de monter en puissance.
La Russie est également une menace, mais elle est en déclin. Il a qualifié la Chine de menace en marche et a déclaré que la stratégie de défense nationale en tiendra compte s'il est confirmé. En 2018, l'administration Trump a publié la stratégie de défense nationale. Celle-ci souligne la nécessité de se préparer à un conflit de haut niveau avec la Chine et la Russie. Austin a déclaré que la Chine a modernisé ses armes et veut devenir la puissance mondiale dominante dans un avenir proche. Il a ajouté que les États-Unis doivent commencer à évaluer l'offensive chinoise. Le sénateur Hawley a également posé la question de Taïwan. Encore une fois, vous savez, nous nous sommes engagés. Nous nous sommes engagés à soutenir Taïwan tout au long du chemin. Et, encore une fois, il s'agit d'un soutien bipartite. Nous resterons engagés à soutenir Taïwan. Certains experts sur la Chine ont exprimé leurs inquiétudes sur le manque d'expérience d'Austin avec l'Asie. Selon eux, sa connaissance du Moyen-Orient n'est pas ce dont les États-Unis ont besoin pour faire face aux menaces dans l'Indo-Pacifique. Mais d'autres estiment que le secrétaire à la Défense n'a pas besoin d'être un expert de la Chine, mais plutôt un généraliste avec une vision large. 3 entreprises chinoises souhaitent que la bourse de New York reconsidère sa décision de les retirer de la cote, décision qui a été prise au début du mois. Les 3 entreprises sont China Mobile, China Telecom et China Unicom de Hong Kong. Elles demandent à la bourse de New York de revoir sa décision. Le New York Stock Exchange les a exclus en vertu d'un décret du président Trump qui interdit aux Américains d'investir dans des entreprises qui, selon Washington, ont des liens avec l'armée chinoise. Les répercussions ont été importantes, les investisseurs américains ayant rapidement vendu leur participation et les fournisseurs d'indices les supprimant de leurs références. À ce jour, les actions de ces sociétés cotées à Hong Kong ont été amputées de près de 6 milliards de dollars. Le président sortant de la Commission fédérale des communications met en garde contre la menace que fait peser la Chine pour les réseaux de télécommunications. Le président sortant de l'autorité américaine des télécommunications, Ajit Pai, a déclaré que les principaux problèmes de sécurité nationale pour les 4 prochaines années sont l'espionnage chinois présumé, les menaces pesant sur les réseaux de télécommunications américaines et la liberté d'Internet. Pai se dit préoccupé par un large éventail d'activités en provenance de Chine, notamment la surveillance et l'espionnage économique. Il ajoute que la Chine pourrait potentiellement injecter des logiciels malveillants dans les réseaux aux États-Unis ou à l'étranger et que des situations graves peuvent se produire lorsque des équipements non sécurisés sont utilisés pour traiter des informations sensibles. Pai a rejoint l'administration Trump le 17 janvier et a démissionné mercredi dernier. Pendant son mandat, il a réprimé les géants chinois des télécommunications tels que Huawei et ZTE. Le mois dernier, la FCC, qui est l'autorité américaine des télécommunications, a procédé à la révocation de l'autorisation de China Telecom d'opérer aux États-Unis. Mardi, Pai a déclaré « Le Parti communiste chinois a une vision du monde très déterminée. Ils veulent dominer cet espace et exercer leur volonté même au-delà de leurs propres frontières. » Sous sa direction, Huawei et ZTE ont été désignés comme des menaces pour la sécurité nationale, ce qui a empêché les entreprises américaines de puiser dans les fonds publics à hauteur de 8 milliards de dollars pour acheter des équipements à ces sociétés. Une juge fédérale vient de rejeter la demande de Parler de faire héberger leurs services par Amazon. Dans la décision de 14 pages, la juge de district, Barbara Jacobs-Rothstein, a déclaré qu'elle ne rejetait pas l'affaire sur la base de ses mérites, mais parce que Parler n'a pas réussi à démontrer certaines de ses affirmations. La juge de district affirme que Parler n'a pas montré qu'il pouvait avoir un gain de cause sur le fond de leurs revendications ou que l'intérêt public est impliqué dans leurs demandes. Imitant Apple et Google, Amazon Web Services a brusquement coupé l'accès à Parler, affirmant qu'ils avaient été suspendus parce qu'ils faisaient preuve de mauvaise volonté et d'incapacité à supprimer des contenus violents. La procédure contre Amazon Web Services est toujours en cours malgré le rejet de cette requête. Pour éviter la censure de YouTube, vous pouvez vous rendre dès maintenant sur notre site internet et vous inscrire à la newsletter pour pouvoir recevoir toutes les informations et continuer à nous suivre sur la toile. Par ailleurs, vous pouvez également nous retrouver sur les plateformes Odyssey et Rumble.